Aujourd'hui, je te dévoile mon top 7 des ETF les plus populaires à mes yeux en tant qu'investisseur belge. En toute transparence, cette idée en fait, elle ne vient pas de moi, c'est une idée répandue dans le YouTube Finance, il y a plein de créateurs français qui font des vidéos mon top ETF, etc. Et il y a eu une petite frustration que moi j'ai eue puisque à l'époque, quand je regardais ce type de vidéo, en fait, à chaque fois, ils te présentent des ETF PEA, des ETF spécifiques pour la France, etc. avantageux pour eux. Et du coup, moi, en tant qu'investisseur belge, je me retrouvais à faire des recherches sur ces ETF et à me dire, en fait, ce top, il y a la moitié qui m'intéresse pas en fait. Parce que chez moi, il n'y a aucune espèce d'intérêt à prendre ce type d'ETF là, tu vois. Et de là, je me suis dit, faisons un top pour nous les Belges. C'est pas forcément les meilleurs ETF pour les Belges, bien sûr que non, mais ça prend un peu plus en compte notre législation, notre réalité belge et notre manière d'investir à nous. Puisque si tu suis un peu mes vidéos, tu sais que c'est très différent du système français, américain ou des autres pays. Chaque pays a son système. En Belgique, par exemple, tu vas avoir la TOB, taxe sur les opérations boursières, qui est due à chaque achat, chaque vente, chaque opération que tu vas faire sur tes ETF, qui va être de 0,12% pour certains ETF, 0,35% sur les ETC, certains ETP, etc. et 1,32% encore sur une autre catégorie d'ETF. Ça, j'ai fait des vidéos sur le sujet, tu peux taper TOB des ETF, Goteco, tu vas retomber sur mes petits tutos, etc. Vérifie toujours à faire tes propres recherches, c'est important, mais on comprend déjà que si je prends un ETF à 0,12 à la place de 1,32, je paye en fait 11 fois moins de taxes. C'est quand même pas rien. Tu vois, à la place de 12 €, tu peux payer 132 € de taxes sur des très gros ordres, évidemment. Et donc, tu te dis, oui, ça a peut-être du sens, même si la fiscalité, je me tue à le dire, n'est pas le critère essentiel pour investir. C'est un critère parmi les autres. Il y a des ETF que moi je possède qui sont à 1,32%, qui sont très bien dans certaines logiques, certaines stratégies, mais à cas égal, évidemment que c'est logique de prendre un ETF qui a l'air moins fiscalisé. Donc, ça dépend, encore une fois, je l'ai dit, ça dépend de chacun et de ta manière d'investir, mais c'est un truc qui rentre en compte. Derrière, tu as la fameuse tax renders qui touche certains fonds. Tu as aussi le fait que les Français, avec leur PEA, ils peuvent avoir une certaine fiscalité avantageuse et que les dividendes, ça peut être un peu plus intéressant pour eux, pour les réinvestir, etc. Nous, en Belgique, on paye d'office la taxe sur les dividendes, le précompte mobilier. Donc, on ne sait pas l'esquiver. Est-ce que, du coup, dans mon cas, encore une fois, ça dépend des personnes, est-ce que j'ai besoin d'un ETF capitalisant ou distribuant? Tu vois, ce sont différentes questions qui se posent. Moi, dans cette vidéo, j'ai fait le parti pris de mettre que des ETF capitalisants puisque c'est mon top. Je fais ce que je veux, c'est personnel. Et évidemment, ça dépend des personnes. Encore une fois, si maintenant tu es beaucoup plus vieux et que la personne se dit, moi j'ai envie de toucher des revenus, j'ai plus de capital, le distribuant a du sens. Moi, j'ai surtout pris ceux que je connaissais en capitalisant. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je ferai une partie 2 avec le même genre de vidéo, mais pour des ETF distribuants. Dernière chose avant de se lancer, un petit disclaimer. Aucun conseil en investissement, aucune recommandation d'acheter, de vendre, de faire quoi que ce soit. J'ai aucune espèce d'intérêt à vous pousser dans l'une direction ou l'autre. Donc on reste vraiment sur une vidéo YouTube. C'est informatif, c'est du divertissement. Je fais des raccourcis, des grosses vulgarisations, d'accord, on effleure parfois certains sujets, je ne peux pas parler de tout à chaque fois, ça prendrait 4 heures. Donc l'idée, c'est vraiment un point de départ, des idées générales pour pouvoir faire ses propres recherches. Je suis un simple particulier, je ne recommande aucun des ETF que je vais présenter ici, c'est des exemples pédagogiques, des exemples connus d'ailleurs en fait aussi, parmi les plus connus. Je vais en profiter d'ailleurs pour te donner à chaque fois le taux de TOB. Tu dois analyser toi-même si un ETF te correspond ou non en fonction de ton horizon de placement, le profil de risque, tes connaissances, ta passion, si tu veux être plus actif, passif, combien d'ETF, bref, n'hésite pas aussi à prendre rendez-vous avec un spécialiste, un professionnel d'investissement, ce que je ne suis pas. Disclaimer complet en description. On se retrouve directement sur mon écran. Je l'ai dit, je vais surtout m'intéresser aux indices plus qu'aux ETF, même si je t'en présente à titre d'exemple. Mais ce qui m'intéresse surtout ici, c'est les indices principaux. Et je ne peux pas commencer par un autre que le MSCI World, l'ETF le plus basique, le plus connu, le plus populaire, le soi-disant ETF Monde. Moi, j'aime pas toujours quand on l'appelle comme ça puisque il prend 1500 entreprises dans l'indice, mais entre 1300 et 1500, ça dépend, et qui sont seulement dans les pays développés, 23 pays développés. Donc, tu vas y retrouver les plus grosses entreprises du monde, mais ça met de côté les pays émergents et différentes économies qui pourraient peut-être être intéressantes. Donc, ETF Monde, oui, ETF le monde entier, pas vraiment, tu vois, mais ça c'est un autre débat. Le MSCI World, donc c'est un indice, il y a plus de 28 ETF dessus, tu le vois, on est sur les pays développés, je l'ai dit, on le voit sur la petite carte ici. Et en termes d'ETF, moi je vais simplement ici prendre le plus gros, plus de 100 000 millions d'encours sous gestion, c'est vraiment énorme. Comme je l'ai dit, tu peux peut-être en trouver d'autres qui ont une part moins chère, etc. Parce qu'ici, de mémoire, la part n'est pas donnée si on regarde en cotation. Tu vois qu'on est sur une part à 100 €, donc c'est pas non plus la folie, mais 100 €, voilà, il faut quand même savoir que si tu as 200, 300 € de budget, oui, ça part vite avec des parts à 100 €. Il y a des ETF similaires moins chers. C'est un ETF qui va reprendre des entreprises du monde entier. Qu'est-ce qu'il y a dedans dans les positions? Tu vois du Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Tesla,
etc., etc. Principalement des États-Unis, tu vois, 68% de l'indice est aux États-Unis. Donc c'est en fait en fonction de la pondération, hein, plus l'entreprise est grosse et capitalisée, plus elle prend de place dans l'indice. Et donc ici, les États-Unis sont énormément représentés. On reste extrêmement dépendant des États-Unis dans un MSCI World, mais il y a une part derrière d'autres pays, tu vois, du Japon, Canada, Grande-Bretagne, Suisse, etc., Allemagne, France, il y a quand même autre chose dedans qui peuvent évoluer avec le temps, contrairement à celui qu'on verra après, le SP500, qui lui est uniquement sur les États-Unis. Dans le MSCI World, si la part des États-Unis diminue et qu'il y a d'autres entreprises, je sais pas moi, belges, françaises ou quoi, ou italiennes qui montent, elles vont grimper dans l'indice et dans 5 ans, dans 10 ans, il ressemblera peut-être plus du tout à celui et à la composition qu'on voit ici. Cet ETF, il est à 0,20 de frais, on va vérifier ça, il est en capitalisation, ça veut dire qu'il investit automatiquement les dividendes s'il y en a. Il est en physique, donc il achète réellement les actions, peut-être pas toutes, hein, contrairement aux ETF synthétiques qui sont moins prisés en Belgique, puisque je t'ai parlé du PEA en début de vidéo, qui est une enveloppe fiscale française, hein, qui permet aux Français d'investir, mais ils ne peuvent pas acheter des actions américaines par exemple. Donc, ils passent via un système d'ETF synthétique qui effectue un swap et qui promet les performances des entreprises américaines avec aucune entreprise américaine en portefeuille. Tu vois, donc c'est un système un peu spécial d'ETF synthétiques qui sont différents. Il n'y a pas vraiment les entreprises dedans. Et pourtant, chez nous en Belgique, en fait, ça n'a pas grand intérêt, en tout cas dans cette optique-là, tu vois, parce que les entreprises américaines, on a des conventions fiscales et tout ça, donc on n'a pas vraiment de raison de ne pas prendre des ETF ainsi. Donc physique est plus souvent courant en Belgique qu'en France et dans certains cas, l'ETF synthétique peut être bien pour un Belge, bien entendu, hein, dans certains cas spécifiques pour toucher certains marchés, etc. Mais première constatation déjà, en Belgique, on est plutôt souvent vers du physique, je vais y arriver. Même si encore une fois, tout dépend de plein d'autres critères dont on a parlé dans d'autres vidéos. Taille du fonds, 100 000 millions. Je vais moins expliquer ça pour tous les ETF et tous les placements, hein. Ici, c'est vraiment la petite analyse de base et ainsi, on peut aller plus vite sur les prochains. Un ETF, donc plus de 100 000 millions d'encours, c'est énorme, hein. On dit souvent qu'un ETF est fiable à partir de 100, 200, idéalement 300 millions d'encours. Ici, il est monstrueux. Et en termes de durée, on aime bien avoir minimum 3 ans de données, 5 ans de données, c'est pas mal pour voir un peu comment l'ETF suit son indice. Est-ce qu'il suit bien aussi, il n'y a pas trop de tracking, etc., error, ce genre de choses. Au niveau maintenant du KID, c'est juste ça, c'est un document d'information clé qui est obligatoire dans les ETF UCITS. On était ici sur un ETF UCITS, hein, qui permet en fait d'un petit peu lire, donc ça tu lis à la maison, d'avoir un peu des informations sur l'ETF. Ici, je peux par exemple te montrer que c'est un ETF qui a un risque 4 sur une échelle de 1 à 7. Il faut retenir ça pour les 6 prochains ETF qui vont être différents de celui-ci. En dessous, on te dit que pour un placement de 10 000 $, si tu sors après 5 ans, ce qui est quand même déjà une durée minimum, hein, dans les ETF, généralement, c'est un peu plus pour du long terme. Après, encore une fois, je l'ai dit 10 fois, pas de conseil, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je m'intéresse surtout à cette colonne de 5 ans. Avec 10 000 $ investis, on peut espérer en cas de mauvais scénario 3 300 $. Donc ça fait quand même très mal, hein, puisqu'on est, je te l'ai dit, finalement assez concentré sur les USA. Derrière, on peut espérer doubler notre investissement sur 5 ans, ce qui est quand même incroyable. Ça s'est passé dans le passé, c'est basé sur des performances passées. Et d'un autre côté, on te dit toujours que les performances passées ne présagent pas des performances futures. C'est un vieil adage en bourse qui est vrai. C'est pas parce que dans le passé ça a fait x2 sur 5 ans que dans 5 ans ça aura fait x2. Aucune garantie de rendement en bourse. Mais ça donne une vague idée de ce que ça a pu faire dans le passé. En termes de frais, c'est ce qui moi m'intéresse beaucoup. Tu vas devoir vérifier ici s'il n'y a pas des coûts d'entrée, coûts de sortie, des coûts de transaction, des coûts de commission, etc. Il n'y a aucun frais comme ça ici. Il y a uniquement le TER. Donc ça, c'est Total Expense Ratio, les frais de l'ETF pour payer les comptables, les locaux, les frais d'exploitation, les coûts administratifs, ce genre de choses. Il faut bien payer les gens, hein, qui bossent pour te fournir ce service d'ETF et qui te permettent d'être exposé à autant d'entreprises. Donc ici 0,20 c'est plutôt honnête, hein. Pour un ETF, on est souvent entre 0,10 et 0,50, donc 0,20 c'est plutôt honnête. Il y a probablement moins cher, je te l'ai dit, hein, il y en a 28 ici des ETF monde. On va d'ailleurs regarder si je peux en trouver un autre de sympathique à te montrer. Je fais des analyses très courtes, hein, mais je peux t'en montrer un deuxième, qui est le SPDR MSCI World UCITS ETF, donc il est également UCITS, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous en Belgique. Il est chez SPDR, un autre émetteur relativement, très connu, hein, même aussi, et on nous dit déjà qu'il serait à 0,12% de frais, donc il aurait beaucoup moins de frais. C'est un ETF qui est beaucoup plus récent, tu vois, il est en 2019, et donc il est moins capitalisé aussi. En fait, c'est comme quand tu vas dans une terrasse à un resto, il y a 2 terrasses, une où il y a déjà des gens, une où il n'y a personne. Ben, les gens, ils vont automatiquement vers celle qui est déjà bondée.
Je sais pas, tu vois, c'est un mouvement de foule, j'en sais rien. Et donc ici, les gens, ils ont tendance à se dire, ok, c'est le plus capitalisé, donc je vais prendre celui-là, alors qu'il n'y a aucune obligation, il y a plein d'autres ETF qui peuvent être sympas. Notamment, pourquoi pas celui-ci, il y en a d'autres, hein. Je t'avais montré aussi le X-Trackers qui est là, mais je vais pas passer mon temps dessus parce que celui-ci a l'avantage d'avoir une part moins chère, 39 €, tu vois, à la place d'une centaine d'euros, alors que le X-Trackers lui aussi est à 100 € comme l'autre. Donc c'est pour ça qu'ici c'est un peu plus intéressant puisqu'il a une part qui est moins chère. Il y a beaucoup de Belges qui ont des courtiers belges et les courtiers belges n'aiment pas trop le fractionnement. Ils ne le proposent jamais en fait à ma connaissance. Et donc tu te retrouves en fait à devoir acheter des ETF à 100 €, 200 €, 300 €, 500 €, 600 € la part. C'est pour ça que des fois c'est bien de chercher un peu et d'en trouver certains qui sont à des parts moins chères et qui permettent ainsi de faire plus facilement un investissement sur plusieurs ETF ou des choses ainsi. Donc ça dépend encore une fois des profils, hein. J'insiste sur mes disclaimers parce que je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, je dis juste qu'il y a différentes logiques à avoir et pas uniquement la taille du fonds ou le prix et ce genre de choses-là. Il y a aussi le prix de la part, il y a aussi ici les frais, regarde, il y a moins de frais apparemment, même si on doit aller vérifier ça tout de suite ensemble. Il est en capitalisation, il est physique, il est en physique échantillonnée. Je ne l'ai pas dit pour l'autre, mais ici, il est en physique échantillonnée. Ça veut dire que oui, il achète les actions de l'indice, réellement, il les possède indirectement. Enfin, tu possèdes indirectement les actions de l'indice, mais il faut un échantillonnage optimisé. Donc, ils n'achètent pas vraiment les 1300 positions ici de l'indice, ils achètent les principales ou ceux qu'ils jugent nécessaires pour représenter l'indice. L'autre aussi faisait ça. Celui-ci est à 0,12 de TOB à l'heure où je tourne cette vidéo. J'insiste que ça peut évoluer. J'ai fait des tutos si tu veux vérifier toi-même le taux, c'est important, mais ici il est à 0,12 et l'autre de tout à l'heure, à titre informatif, était aussi à 0,12% de TOB à l'heure actuelle. En termes de KID, allons voir KID qui est juste ici. Je retrouve le document de SPDR qui est quand même un gros nom du domaine. On est ici sur un risque 4, donc là ils sont d'accord avec, je crois que c'était iShares à l'autre. Et en termes de rendement, ben là c'est un peu pareil, ils sont même un peu plus positifs ici, mais ils suivent le même indice, donc normalement ça devrait être plus ou moins pareil. 3000 et des dollars, doublé sur 5 ans, c'est l'idée dans un scénario hypothétique où tu vois un peu le genre de performance que ça peut faire et que ça a pu faire par le passé. Si je descends, ce qui m'intéresse le plus, c'est la décomposition des coûts. Je suis ici à du 12 $, on me dit pas de coût d'entrée et pas de coût caché. Tu verras qu'on tombera sûrement dessus pendant cette vidéo, hein. Mais ici on est bien à du 0,12, donc il est moins cher, il est avec une part moins chère et il est aussi avec du coup moins de taille de fonds et un autre émetteur, il est plus jeune aussi. Donc c'est des choses à prendre en compte dans tes analyses. N'hésite pas à les creuser par toi-même. On va enfin passer déjà au deuxième ETF. Et il s'agit bien entendu de l'incontournable SP500. Il y a plus de 35 ETF différents qui ont pour le thème le SP500 comme indice, 35 ETF allant de 0,03% à 0,15%, donc c'est moins cher en termes de frais apparemment qu'à MSCI World, on va vérifier ça. Le plus gros du secteur, c'est le iShares Core SP500. Qui est juste ici, un ETF avec 0,07% de frais, c'est vraiment bon marché, capitalisant, donc il réinvestit les dividendes, permettant ainsi d'éviter de payer des taxes sur les dividendes qui seraient distribués, puisque ceux-ci, tu ne les as jamais touchés, ils sont restés dans l'indice. Évidemment qu'il y a une logique où tu préfères du distribuant et toucher tes dividendes. Ça, ce sera pour une autre vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. On est toujours en physique et on est sur une énorme taille de fonds, hein. Tu verras que les ETF, ils ne sont pas aussi gros d'habitude. Et on est sur un ETF déjà de 2010. 500 positions, on est en échantillonnage, non, en réplication complète. Donc, il achète vraiment les 500 entreprises. Ça, c'est bon à savoir. Et en termes de KID, eh bien, on nous dit qu'on aurait un risque 4 sur 7, puisqu'ils n'ont pas l'air de juger ça beaucoup plus risqué qu'un ETF monde classique. Pourtant, c'est moins diversifié, donc ça mériterait peut-être une note un peu plus sévère, mais qui suis-je pour décider des notes des ETF? En termes de rendement, on nous dit voilà qu'en cas de catastrophe, on perdrait autant que sur MSCI World et qu'on peut espérer un peu plus de rendement. En tout cas, c'était ce qui s'est passé sur les dernières années. C'est toujours un peu contradictoire puisqu'on te dit toujours que les performances passées ne présagent pas des performances futures et puis on s'intéresse aux performances passées. Parce que voilà, il faut bien avoir des données et on n'a pas les données sur le futur, personne ne peut prédire la bourse. Donc évidemment, on regarde surtout le passé. Aucun frais cachés, on est bien sur du 0,07%, donc c'est vraiment bon marché. Et cet ETF par contre, il est à combien? 610 € la part. Donc on est sur un ETF big budget, hein, c'est le plus gros. C'est le plus gros et il est à 0,12% de TOB, il ne faut pas que j'oublie de le dire à chaque fois, comme ça c'est toujours à titre indicatif puisque ça peut évoluer, je l'ai dit. En termes de plus avantageux, nous avons aussi le SPDR SP500
UCITS ici, donc on retourne chez SPDR, c'est un peu hasard, hein, je n'ai pas préparé spécialement à l'avance. Un SPDR ici à 0,03% de frais, ce qui a l'air trop beau pour être vrai, on va aller vérifier. Et ici donc on est aussi sur le SP500 en UCITS, capitalisation physique, 10 000 millions d'encours, ce qui est quand même pas mal, et surtout qu'il est de 2023, donc beaucoup plus jeune et pourtant déjà extrêmement capitalisé. 10 000 millions, c'est beaucoup, hein. En dessous, tu vois qu'il est en réplication complète, d'accord? Il est en long, ça je ne le dis pas pour les autres, mais ils sont tous en long, ceux que je t'ai sélectionnés. Ça veut dire qu'ils suivent le marché, ils ne vont pas shorter et parier sur la baisse du marché, ce qui est quand même vachement dangereux. Je voulais te montrer du coup au niveau de la part qui est à 14 € la part, c'est autre chose que 600. Et derrière, au niveau des positions, c'est comme pour l'autre, on va avoir du Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon et on est à 95% aux États-Unis, mais ils suivent le même indice, c'est un peu la même pondération chez l'autre, à très peu de différence près. Ça, évidemment, tu dois faire tes propres analyses. Moi, ma vidéo ici sera déjà très longue, hein, donc je survole vraiment, hein, j'insiste là-dessus. Je peux regarder vite le KID avec toi pour les infos principales, à savoir qu'on est toujours sur un risque 4, au niveau des échelles de rendement, c'est comparable, et au niveau des frais, 0,03, pur à première vue, pas de frais annexes. On est donc vraiment sur un ETF pas cher et avec une part moins chère également. Pourquoi ne pas creuser le sujet? On attaque le top 3 avec les ETF Stoxx 600, l'indice principal européen. Tu vois ici qu'en Europe, on est sur 8 ETF différents, donc c'est moins garni que pour les autres. Et pourtant, l'Europe, ça reste quand même une base au niveau économique mondial. Et certains trouvent que dans les MSCI World Classic, il y a principalement les États-Unis et donc on est en sous-pondéré en Europe et ils préfèrent compléter ou alors même créer eux-mêmes un peu leur stratégie world. Ça encore une fois c'est la popote interne de chacun, ça dépend de plein de choses, hein. Certains sont plus passionnés, ils vont avoir plusieurs ETF, gérer leur portefeuille et tout ça. D'autres ils vont avoir un ou deux ETF parce que eux ils préfèrent faire de la gestion passive. Ça encore une fois c'est pas du tout le rôle de ma vidéo. Moi je montre des choses, je présente ici d'un point de vue complètement éducatif et divertissant, mais l'idée c'est que tout ça peut être complémentaire, il y a certaines choses qu'on peut prendre, d'autres qu'on peut ne pas prendre et ça n'en fait pas une bonne ou une mauvaise stratégie. Bref, dans ces 8 ETF, on va en prendre un ici, on va prendre le plus gros. Ce n'est pas vraiment le critère le plus important, je l'ai dit, mais voilà, comme je vais en montrer un seul, on va regarder le plus gros. On est à 13 000 millions d'encours, donc c'est plutôt très honnête. Un plus vieil ETF de 2013, 600 positions, il est physique capitalisant, on va vérifier les frais après. Et la part est à combien? À 270 €, donc ça reste correct. Il y a moyen de trouver sûrement moins cher et comparable. Il est ici en long, il est en réplication complète, donc il prend toutes les actions, ce qui est plutôt, je pense, une bonne nouvelle. Le Stoxx 600 va donc prendre les 600 plus grosses capitalisations sur les bourses européennes, d'accord, avec les plus grosses entreprises. En termes de position, tu vas avoir du ASML, SAP, du Novartis, Nestlé, AstraZeneca, Rocher, Shell, Siemens, Novo Nordisk, en Grande-Bretagne, Allemagne, France, Suisse, 13% quand même, hein. Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique même, tu vois, 1,34%. Donc tu te dis, tu as quelques entreprises belges en portefeuille aussi, donc c'est sympathique. Et qu'est-ce qu'on peut voir au niveau du KID? Parce que les frais m'ont l'air faibles, on va voir si c'est bien le cas. Je suis sur un risque 4 sur une échelle de 1 à 7, donc tu vois on reste sur du classique finalement. Risque 4, au niveau des rendements on peut espérer doubler sur 5 ans et on peut retomber aussi à 3700. Donc on arrive finalement dans des prévisions en fait pas si faibles par rapport à un ETF SP500 par exemple ou à un World Classic. Donc l'Europe se défend quand même. Par le passé, encore une fois, j'insiste. En dessous, tu vois qu'on est bien sur du 0,07, aucun frais supplémentaires à déclarer ici, donc c'est plutôt bien. On va passer au suivant. On passe au quatrième ETF. Le quatrième indice intéressant, c'est le Stoxx 50. Ici, c'est les 50 plus grosses capitalisations, encore une fois, en Europe, mais uniquement dans la zone euro, donc les pays qui ont l'euro. On va éliminer la Grande-Bretagne, la Suisse et ce genre de pays qui n'ont pas l'euro. Donc, c'est important à prendre en compte. Tu vas voir que la composition change un petit peu. Il y a plus d'ETF. Regarde, il y en a 16 disponibles sur cet indice qui est plus concentré. Il n'y a que 50 entreprises. Et je ne l'ai pas dit, mais il était à 0,12 de TOB l'ETF juste avant. Et celui que je t'ai sélectionné ici est à 0,12 de TOB également en Stoxx 50. Parce que quand on regarde le plus capitalisé qui est juste ici, en fait, il se trouve qu'il est en distribution, si je ne m'abuse. Oui, il est en physique distribution. Moi, je suis moins fan dans ma stratégie, donc je me suis surtout intéressé à celui-ci, même si j'insiste que voilà, c'est toujours pas de la recommandation. Il est éligible au PEA, ce qui nous importe peu finalement
en Belgique, mais qui montre que un ETF éligible au PEA peut être intéressant pour nous, bien sûr, il n'y a aucune raison. Il est physique, ça veut dire qu'il achète réellement les actions. 2010, 6 000 millions d'encours, c'est honnête. 50 positions, on va regarder ce que c'est. Capitalisant, donc il réinvestit les dividendes et 0,10% de frais. Au niveau des positions, on est sur ASML, SAP, Siemens, Allianz, LVMH qui remonte, tu vois ici qui n'était pas là dans le stock 600 directement si je me trompe pas. On est sur Airbus, Safran, Total et tu vois qu'il y a certaines entreprises qui ont disparu ici. Au niveau des pays. Au niveau des secteurs, ça j'ai pas pensé à le dire tout à l'heure, mais en Europe, ce qui est chouette, c'est qu'on a une diversification un peu différente. Tu vois, on a des entreprises de l'industrie, des services financiers, des biens de consommation, un peu de technologie, de la santé, de l'énergie. Alors qu'aux États-Unis, si je te reprenais un ETF SP500, tu verrais qu'on a beaucoup plus de technologie en fait. On est beaucoup plus concentré en technologie. Et c'est normal puisqu'ils ont Amazon, Apple, Nvidia et compagnie. Et donc, on est beaucoup plus poussé sur la tech et dépendant de ce secteur-là, tu vois. Donc, cet ETF-ci est un peu plus diversifié. Au niveau des performances, je ne le montre pas à chaque fois parce que c'est un critère, encore une fois, parmi les autres. On a quand même pris 20% ici sur un an, donc c'est quand même assez énorme. Hein. Hop, 200 ici 17. Donc c'est voilà, on est sur 210 € la part pour ce stock 50. Il doit y avoir moyen de trouver moins cher. Hein. Et en termes de KID rapidement, je peux te montrer qu'on est sur un risque 4 toujours. Des fois, je ne comprends pas toujours leurs échelles de risque parce que ici, un ETF concentré sur 50 entreprises, le mettre en risque 4, c'est un peu chaud. Après, voilà, c'est un peu les champions européens de la zone euro ici. Et on nous dit qu'en cas de grosse catastrophe, on pourrait tomber à 4000 et on pourrait aussi espérer, encore une fois, doubler notre investissement. Donc, on est dans le même style que tout à l'heure, toujours basé sur le passé, j'insiste. Et au niveau des frais, tu vois ici, on a une petite différence. Pas de coût d'entrée, pas de coût de sortie et 0,01% de coût de transaction, tu vois, sur la valeur de votre investissement par an. Donc, on te prend quand même un pourcentage et on est à du 0,11, ce qui reste relativement honnête. Hein. On est d'accord, mais voilà, des fois, il y a un petit truc en plus. La surprise n'est pas énorme ici, mais c'est à prendre en compte. Cet ETF, je l'ai dit, est actuellement à 0,12 de TOB. Avant de passer au 5e ETF de cette vidéo, j'aimerais te signaler que tu peux retrouver des listes d'ETF, des idées de portefeuille inspirées des investisseurs les plus célèbres de notre histoire en e-book gratuit que j'ai rédigé pour toi. C'est le cadeau de bienvenue quand on se connecte sur mon site pour la première fois. Tu peux aller le télécharger, c'est le premier lien en description. Et on est reparti, ma vidéo va être super longue, c'est une catastrophe. Et on part sur les MSCI Emerging Markets, c'est-à-dire les pays émergents ici. Dans les pays émergents, on retrouve plus de 21 ETF, une performance ici moyenne de 20% sur l'année. Après, c'était une année spéciale, hein. Ça dépend, c'est pas comme ça tout le temps. Et tu vois quand même qu'au niveau de la carte, il y a beaucoup de pays ici, hein, en termes de géographie, tu vois, qu'on ne prend pas dans le MSCI World classique et qui sont ici. Il y a d'autres indices sur les pays émergents, c'est important. Je ne peux pas tout faire dans cette vidéo, ça reste très vulgarisé et schématisé, je l'ai dit, mais il y a d'autres ETF, d'autres indices intéressant à suivre en termes d'ETF sur les pays émergents. Le plus grand du secteur, c'est le Xtrackers MSCI Emerging Markets. Un ETF à 0,12 de TOB en Belgique actuellement qui aurait 0,18% de frais, ce qui m'a l'air plutôt honnête. Il est en capitalisation en physique. On va aller vérifier si c'est sur toutes les entreprises, physique, échantillonnage optimisé, tu vois. Et il est en long, bien entendu. Il est en Irlande, d'accord, ça peut être intéressant aussi, mais ça fait trop de choses à raconter. En termes de part, on est sur 62 €, donc c'est plutôt abordable. La taille du fonds, 8000 millions, c'est beaucoup. Créé en 2017, 1200 positions, n'est-ce pas? En termes de positions, on va retrouver du Taiwan Semiconductor, du Tencent, Alibaba, Samsung, Xiaomi, Reliance Industries, ça c'est en Inde il me semble, etc. Et des pays comme la Chine, Taïwan, l'Inde, la Corée du Sud, mais aussi le Brésil, l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud, les Émirats Arabes, Hong Kong, la Malaisie, etc., etc. Et on parie un petit peu sur l'avenir. En termes de secteur, tu vois qu'on est sur des technologies, des services financiers, des biens, de la télécommunication. On est sur différentes choses à peu près diversifiées. Ça peut être une stratégie également de se dire j'ai envie d'investir sur des pays émergents, ce qui n'est pas obligatoire encore une fois, hein. C'est pas parce que je te montre tout ça qu'il faut tout prendre, mais ça montre une idée d'un indice qui peut être intéressant. Autre exemple, il y a celui-là qui est distribuant, on peut regarder le iShares de BlackRock
qui est de tête aussi à 0,12% de TOB à l'heure où je tourne cette vidéo. 1193 positions, 0,18 de frais, j'ai pas vérifié l'autre, on va le faire. Il est capitalisant physique, 5000 millions, donc un peu plus petit, et une part à 43 €. Donc il y a une petite différence aussi en termes de coût de la part. Pour ce qui est des positions, tu vois, tu retrouves un peu, en fait les ETF, ça revient toujours un peu la même chose quand ils suivent le même indice, mais il peut y avoir des couvertures contre le risque de change, une part qui est plus chère ou moins chère. Il peut avoir un domicile qui est différent en Irlande, au Luxembourg, ce qui peut changer aussi l'optimisation fiscale. On peut avoir des ETF qui sont actifs, passifs. Tu vois, il y a plein de choses à prendre en compte que j'aborde pas spécialement dans cette vidéo d'introduction. On peut checker le petit KID qui nous dit que pour les pays émergents, il nous compte aussi un risque 4 sur 7. En fait, c'est toujours pareil. Mais en même temps, je t'ai mis des trucs assez classiques. Derrière, tu vas avoir sur 10 000 $ investis le même genre de performance, d'accord? Et au niveau des frais, 0,18 plus 0,02. Donc on est sur un petit 0,20% en réalité. En fait, c'est pas méchant, c'est juste que sur le site, on te montre le TER, c'est-à-dire les frais de gestion. Et c'est ça les frais de gestion. Donc ça prend pas forcément en compte le reste, tu vois. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant et important d'aller vérifier ça. Donc là, on est sur du 0,20. Si je retourne voir celui de tout à l'heure, c'était le X-Trackers, n'est-ce pas? C'est bien ça que j'avais vu. Hop, le X-Trackers, c'était lui, oui, qui a un KID probablement à 4 de risque aussi, on est d'accord, et avec des performances qui semblent un peu moindres, en tout cas dans leurs estimations, et ils nous disent si vous sortez après 7 ans. Donc eux, ils font une analyse sur un peu plus d'années et ils se basent sur des performances passées, du coup d'il y a plus longtemps, je suppose. Ils ont pris des données en 2020, en 2023, en 2025, en 2018, tu vois. Donc ils sont retournés un peu plus loin dans le passé et tu vois que c'est directement moins stylé, puisque en bourse, beaucoup de créateurs, beaucoup de personnes vont te montrer des graphiques d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, mais on a connu une décennie explosive, tu vois. Et donc surtout les 5 dernières années. Et donc si tu prends juste ça en compte, les 5 dernières années, oui, tu peux voir des rendements qui sont atmosphériques. Ça ne veut rien dire, stratosphériques. Et dans la vraie vie, en fait, si tu remontes sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, tu te rends compte que oui, il y a des périodes où ça n'a pas autant marché, tu vois. Donc, c'est important à garder en tête et à comprendre. Et ici, je trouve que ça illustre bien le fait de prendre un horizon un peu plus lointain que cette différence. Au niveau des frais, 0,18 plus 0,03. 0,03, donc 0,21, un poil plus cher, mais bon, c'est quand même comparable pour le X-Trackers qui est ici, avec une part un peu plus chère aussi, mais une taille de fond supérieure. Donc ça, encore une fois, à toi de creuser, faire tes propres recherches. Il y a plein d'autres ETF dans le secteur. On passe à mon ETF 6, qui n'est pas un ETF mais un ETC. On va partir sur l'or. Mais oui, puisque l'or c'est quand même une base dans l'investissement, plutôt 23 ETC. Attention, un ETC, Exchange Traded Commodities, ne va pas acheter des lots d'actions, il va plutôt se baser sur une matière première, ici l'or. Et donc tu as en fait un émetteur qui va acheter de l'or physiquement, le mettre dans un coffre et te permettre d'acheter une part de cet or. Ça c'est sur le papier évidemment. Et on dit que tu achètes de l'or papier. À voir si les réserves sont suffisantes, etc. Donc bon, ça c'est un autre débat, mais l'idée principale, elle est là, c'est pas magique encore une fois. Il y a aussi des ETF sur l'or qui, eux, ne vont pas acheter de l'or, mais plutôt des entreprises, des sociétés minières, etc., qui sont actives dans le domaine de l'or et qui donc vont profiter des hausses de l'or et vont souffrir aussi des baisses de l'or. Donc ça fait partie du truc. Au niveau des plus grands ETC, le plus connu, c'est le iShares Physical Gold. Donc là, on est sur un ETC, j'insiste. Tous les ETF que je t'ai présentés avant étaient à 0,12% de TOB. Ici, les ETC que je te propose sont à 0,35% de TOB. J'ai tout vérifié avant cette vidéo et c'est juste valable au moment ici où je la tourne. Du coup, iShares Physical Gold ETC, il est avec un TER de 0,12, donc là aussi il y a des frais de gestion. Il est capitalisant, mais peu importe, puisque l'or ne verse pas de dividendes, tu vois, c'est pas des entreprises, donc il n'y a pas de capitalisation ici, il n'y a pas d'effet d'intérêt composé cumulé comme tu as pu entendre ailleurs, puisqu'on serait sur un ETC. C'est physique, donc ça veut dire qu'il achète vraiment de l'or. En quelle quantité? Ça, il faut savoir creuser. La taille du fonds, 26 000 millions, c'est quand même énorme. Et en termes de KID, eh bien, je ne le vois pas. Où est mon document KID? Donc j'ai simplement copié-collé le code ISIN sur internet et je retrouve le site officiel de BlackRock avec notre fameux Physical Gold ETC qui n'est pas UCITS, tu vois, donc il n'y a pas obligation de mettre un KID. Mais je vois ici que sur le site officiel, on a quand même le document, tu vois, donc on sait quand même toujours le retrouver. Et il nous dit que c'est un risque 4 sur une échelle de 1 à 7. Qu'au niveau des performances basées sur les 5 dernières années, déjà c'est faussé puisqu'on a eu une année 2025 phénoménale, mais sur 2023, 2024, etc., il nous dit qu'on peut
perdre un peu de notre placement. Et tu vois que l'or, ça peut diminuer l'or, hein. On regarde ici, dans le pire des scénarios sur l'or, tu peux descendre à 4600 sur 10 000 $ investis après 5 ans. Et tu peux aussi monter jusqu'à 18 000. Derrière, au niveau des frais, on est sur du 0,12 pur. C'est surtout ça qui est important à vérifier et que je voulais voir pour cette ETC. Le site de BlackRock, tu vois, qui te montre ici les différentes performances, qui te montre les points clés. On retrouve les mêmes infos. Tu peux vérifier aussi que ça concorde avec, par exemple, moi j'utilise JustETF, mais il y a d'autres sites. Tu peux voir que tout concorde et tu peux voir aussi les différents pays et lieux où l'ETF est enregistré. Il est enregistré en Belgique, c'est un ETC et il va lui être taxé à du 0,35% de TOB quand même, puisque c'est un ETC et non pas un ETF classique. Donc, pas de panique. Deuxième ETF sur le secteur, on peut regarder ici, pourquoi pas, l'Invesco Physical Gold. Donc lui, est-ce que c'est un ETC également? Invesco Physical Gold, avec le code ISIN qui est ici, que je te mets tout ça en description. Il est à 0,35, ça j'avais vérifié tout à l'heure. Il est à 0,12 de frais, on peut regarder si c'est pareil. Le même genre d'encours, il est physique. Différence notable avec ce Invesco, c'est qu'il est exprimé en dollars, ce qui peut donc être différent au moment où tu l'achètes et qu'il a quand même une part à 340 ici euros convertis et ce qui donc peut-être en rebuter certains. À toi encore une fois de faire tes analyses et de voir ce qui correspond le mieux pour toi. Tu vois, des ETF or, il y en a plein. On va passer à mon dernier ETF numéro 7 et il s'agit des ETF Silver, l'argent, qui a souvent été relégué en termes de métal de second rang. Pourtant, c'est un métal précieux et qui a aussi beaucoup d'utilisation dans l'industrie, tu vois, au niveau du fait qu'il est conducteur d'électricité, qu'il est non renouvelable et qu'il est aussi assez malléable. Il peut servir dans plein de secteurs pour l'industrie, dans les panneaux solaires, etc., dans plein de choses et dans la transition énergétique. Donc, c'est quelque chose, une ressource qui est quand même précieuse et il y a plus de 8 ETC sur le sujet. Et en plus, les gens qui ont beaucoup acheté de l'or récemment se disent à un moment, l'or est vachement cher, je vais peut-être me rabattre sur un métal de second rang, à savoir l'argent. Et c'est pour ça aussi que l'argent a beaucoup pris en suivant en fait la trajectoire un petit peu de l'or. Il y en a plusieurs sur le sujet. Tu vois qu'en termes de capitalisation, on est sur un multiple de 10. On est 10 fois moins capitalisé ici avec du 2000 millions d'encours, ce qui reste beaucoup, hein. Avec le iShares Physical Silver et pourquoi pas on peut regarder le Wisdom Tree aussi comme exemple. Donc dans le Physical Silver de iShares, dans mon souvenir, il est exprimé à la base en dollars. Ah non, c'est pas ça, il est exprimé en livres sterling, c'est ça, en GBP. Et donc, tu ne sois pas surpris au moment où tu fais tes recherches de voir ça. Il est exprimé en livres sterling et après, il doit être converti. Et il a un TER de 0,20%, capitalisation physique, taille du fonds 2600 millions 2011. Le deuxième, le Wisdom Tree, lui par contre cote en euros, mais il a, paraît-il, beaucoup plus de frais. Tu vois ici un TER de 0,20 et ici un TER de 0,49. C'est beaucoup plus. Le document qui n'a pas l'air d'être disponible sur ce site-ci, mais c'est pas grave, je copie-colle sur Internet. Je trouve ici le site Wisdom Tree Europe. Ok, donc ça part sur une enquête parce que du coup notre Wisdom Tree ici, il n'y a pas les documents, je l'ai tapé sur internet, je suis tombé sur le site Wisdom Tree qui est juste là, qui m'a fait télécharger le document KID que je peux du coup te montrer. On est bien sur le JE00B1 VS3333, donc ça c'est bon. Un document du 7 novembre 2025, donc très récent. Et on va pouvoir voir du coup si on est sur un risque plus dangereux. Il nous met un risque 5, donc peut-être plus de volatilité ici sur l'argent puisque ça agit différemment. Derrière, au niveau des frais, on est bien sur du 0,49%. Donc comme ça, on a pu confirmer qu'il n'y avait pas d'autres frais supplémentaires annexes, tu vois, qui pourraient venir complètement grignoter notre rendement. Des fois, tu peux avoir du 0,49% et en plus, en coût de transaction, du 0,40 et arriver à presque 1% de frais, ce qui devient quand même assez énervé. Pour l'autre, le fameux iShares Physical Silver, on va le copier-coller sur Google, voilà, et on va sur le site de BlackRock qui va nous remettre cet ETF. Donc tu vérifies toujours bien que ton code ISIN là, WG09 est bien le même que ce qu'on te propose ici. Tu vois ici il y a le KID qui est directement disponible et on est sur le WG09, donc c'est bien ce bon ETF qui a été
mis à jour le 12 août 2025, donc c'est un document qui est récent. Il nous met aussi un risque 5, donc ils sont d'accord au niveau de l'argent. Il nous met les rendements estimés, bon ça tu commences à connaître. Et en termes de frais, on est bien sur du 0,20 sans autres frais, donc plus de 2 fois moins cher que l'autre. Ça dépend évidemment de plein de choses, de la taille de la ligne. Ici, il faut accepter aussi d'être non pas en euros mais en livres sterling. Donc ça, évidemment, c'est à toi de réfléchir. Puisque, encore une fois et une fois pour toutes, j'insiste, il n'y a aucun conseil en investissement dans mes vidéos, aucune recommandation, c'est purement du pédagogique. Donc, il y a d'autres ETF sur les thèmes que je t'ai montrés et sur les indices que je t'ai présentés. C'était une introduction. Pour conclure cette vidéo, je dirais donc qu'il y a d'autres ETF qui sont peut-être moins populaires mais qui méritent aussi notre attention. N'hésite pas à nous partager tes meilleures découvertes en commentaire. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.